retour sur le plateau de la Tranche Info. Eh bien, nous sommes jeudi et vous le savez, le jeudi, c'est Anthropologie sur Canal 10 et nous recevons notre spécialiste des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir, monsieur Omotunde. Bonsoir, mon très cher. C'est avec plaisir que je suis parmi vous. Et toujours, et les téléspectateurs en redemandent de toute façon chaque semaine. Je vous l'annonce. C'est vraiment gentil. On va devoir faire une petite coupure pendant la période électorale parce que tout le monde sera en train de se crêper le chignon et nous, on ne prend pas trop part à ce genre de débat, n'est-ce pas? Et avant de commencer à la thématique du jour, qui est très intéressante et que j'attends depuis des mois maintenant, à savoir, on va faire un petit peu la lumière sur le gros cas. Sur le gros cas, effectivement, qu'on affectionne énormément, effectivement. mais dont on ne connaît pas forcément. Voilà, on va essayer de revoir le gros cas à la lumière des humanités classiques africaines. Parce que tout a sa signification. Totalement. Et ce sera bon d'écouter cette émission ce soir. Mais avant cela, on va parler d'un événement auquel le gros cas est intimement lié. C'est les festivités du carnaval. Pour moi, il y a toujours une question centrale qui se pose sur le carnaval, c'est à savoir si les 2 mois ou les 3 mois en général, en fonction des années, des 3 mois de festivités non-stop sont légitimes ou bien on a un petit souci quand même à vouloir fêter autant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a et on pourra d'ailleurs faire un sujet sur le carnaval parce que c'est un sujet quand même assez intéressant et important. La chose, c'est qu'il y a une démarche qui a été faite, qui a été construite, peut-être, je dirais, arrimée à une tradition ancestrale, mais aussi, je dirais, rattachée à la dimension un peu matérialiste des choses, ce qui est quand même un peu dommage. Vous savez que ce qu'on appelle, par exemple, l'univers des groupes apôts, c'est ce qu'on appelle dans nos traditions anciennes, africaines, les confréries initiatiques. Et vous voyez, quand on est dans le cadre d'une confrérie initiatique, c'est là où on vient être initié à sa culture. Initié à sa culture, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il faut connaître les fruits, les saisons, les lunes pour planter telle chose par rapport à telle autre chose. Il faut connaître les plantes, les tisanes, les ribelles rasiers. Vous voyez, parce que c'est toujours le principe qui se dit, si demain les temps deviennent compliqués, au moins on saura s'en sortir. Vous voyez, on parlait des problèmes de grève du bateau qui n'arrivent pas. Normalement, c'est ça le rôle de la confrérie initiatique, c'est de dire de toute façon, il n'y a pas qu'elle m'était à manger, voilà ce qu'on peut manger dans les bois, au bord de la plage, voilà. C'est expliquer tout ça, montrer tout ça, comment ça se prépare, s'il y a un produit toxique, comment on enlève le produit toxique, comment on pêche, à quelle lune on pêche tel poisson, comment on attrape tel poisson, où on peut attraper tel oiseau, telle chose. C'est ça. Je dirais, ça permet de transmettre les savoirs endogènes, véritablement, de son peuple et de sa culture. Donc, quant au fond, c'est important. La dimension musicale, oui, parce que c'est la vie. Et on le fait, je dirais, avec une volonté positive. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a folklorisé tout ça. Et dans le désir de folkloriser, on s'oublie. C'est-à-dire, on n'est plus au carnaval, on est au demi-naval. C'est-à-dire que là, on n'est plus au quart. On est passé au demi. Parce que le temps est trop long. On ne peut pas passer autant de temps. Non, mais là, c'est au-delà du réel. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il faut quand même, je dirais, garder raison sur certaines... Festoyer, mais pas trop. Oui, c'est-à-dire il y a quand même une dynamique, un pays à faire tourner, il y a des choses, des savoirs à transmettre. Hein. Le carnaval, c'est un temps, mais ça ne peut pas être un temps aussi long dans l'année. Ça, on peut pas. Je dirais, quand on est adulte, quand on est responsable, on ne peut pas corroborer des choses comme ça. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec vous, vu c'est pas une question pour le carnaval. Non, c'est pas une question. On ne dit pas qu'il ne faut pas fêter. On dit simplement que ça ne peut pas être un demi-naval. Il faut rester quart. Là, on passe au demi et on va passer 6 mois à faire du carnaval tous les week-ends. Ce n'est pas possible. Maintenant, la troisième chose, que je trouve assez surprenante, c'est parce que moi, j'ai souhaité à un moment, et j'en parlais à un certain nombre de personnes, faire en sorte d'instituer en Guadeloupe, à travers ces pratiques, l'art du tissage. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on ne savait pas tisser les tissus. On ne sait pas tisser. Et qu'on a la fibre végétale, on a la teinture végétale, mais on a un problème sérieux, c'est la problématique dynamique du tissage. Et quand j'en ai parlé à Henri-Joseph, il m'a dit effectivement, ce savoir-là, il faut le réimplanter en Guadeloupe. Mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'on aurait l'opportunité de pouvoir montrer des savoir-faire, notamment au niveau des groupes apôts,
parce qu'on a tout simplement tissé, on a fabriqué du tissu, on a fait des teintures naturelles, c'est-à-dire utiliser ce moment pour être un peu comme une espèce de plateforme d'exposition, de valorisation de nos savoir-faire endogènes. Hein, parce que je dirais, on fonctionne avec des végétaux qui ont des fibres. Moi, je suis allé quand même dans les bois, j'ai même fait un déplacement avec monsieur Henri Joseph, et il m'a montré la fibre, comment on extrait la fibre et la longueur de la fibre. Donc ça montre bien que là-dessus, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Bon, maintenant on est dans une dimension trop touristique finalement de l'affaire, on est dans le festif, et il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est une tradition sacerdotale. C'est-à-dire, oui, on s'amuse, mais on célèbre, je dirais tout simplement, une spiritualité qui est arrimée au fonctionnement de la nature et de la présence du Créateur dans sa création. On va chercher à vitaliser la création à travers le fait que l'homme va produire des vibrations qui vont rentrer en harmonie avec les vibrations de la création. Mais il y a des calculs de temps, parce qu'il faut savoir qu'une culture a aussi ses calculs. Et ce sont des calculs précis, vous voyez, c'est pour ça qu'on se réfère par rapport à la Lune, hein, on commence par rapport à il faut l'équinoxe, il faut toute une série de choses, mais la chose qui est importante là, c'est qu'il faut rester quand même en harmonie avec la dimension des calculs, parce que les calculs sont importants. Le temps, c'est du calcul. Vous voyez, 1 heure, c'est 60 minutes, c'est un calcul précis. Donc on ne peut pas, je dirais, faire une fête qui déborde, je dirais, sur le temps que la nature, puisque c'est des cycles, on va célébrer un cycle, mais le cycle, il se termine à un moment, il faut terminer à ce moment là où la nature termine ce cycle et pas chercher pour des raisons X ou Y, essayer de passer à prolonger, passer au-dessus du temps imparti par la nature. Parce qu'il s'agit en fait d'une collaboration de vitalisation, c'est-à-dire la nature nous vitalise au moment où on la revitalise. Et c'est pour ça que les groupes apos c'est important, puisque ce sont des végétaux, ce sont des éléments naturels qu'on va utiliser. Mais encore faut-il aussi apprendre à les travailler, à utiliser, je dirais, ce moment-là pour maîtriser les techniques de transformation et de fabrication de toute une série de choses. Vous voyez, comme les macramés, apprendre à tresser, faire des sacs, tout ce qu'on faisait avant, hein, qu'on apprenait même des fois à faire à l'école et qu'on ne fait plus aujourd'hui. En artisanat, c'est important. Vous savez, moi je vais vous dire pourquoi c'est important. Quand je suis avec les enfants dans les établissements scolaires, je leur dis toujours que, vous savez, mais vraiment, quand on va dans les musées, on voit ce que les hommes ont fait de leurs 10 doigts, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'art, l'artisanat. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde dans lequel on est rentré, les pouces, les mains ne servent qu'à utiliser un téléphone portable, une tablette tactile ou appuyer sur la télécommande de la télévision. Et je dis aux enfants, mais rendez-vous compte, si dans 100 ans, des enfants doivent aller au musée pour voir ce que vous avez produit aujourd'hui en termes d'artisanat. Mais quel est le témoignage que vous allez laisser à ces enfants de notre époque? On verra des belles statues avec des téléphones portables. Mais non, on ne mettra jamais des téléphones portables dans un musée, on ne mettra jamais des ordinateurs, des tablettes tactiles. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Nous sommes là, une génération, parce que moi, ma génération, elle a quand même fait le cerf-volant, on a fait le geste-pomme, c'est-à-dire on a des jeux traditionnels, on a des choses à montrer. Mais cette génération-là, je lui dis fais attention, parce que tu es pris en otage au niveau de tes capacités de création, mais tu es pris en otage aussi au niveau du testament que tu vas léguer à la génération qui viendra demain, parce qu'elle n'aura plus de quoi se référencer. Et là, c'est là où il faut que je dirais la dimension donc des fabriques de culture se penche pour recréer, je dirais, cet artisanat qui pourra être exposé dans les musées. Alors on me dira, oui, on fait de très belles tenues de carnaval, ce qui n'est pas faux. Mais je dis que ce serait important de rentrer même dans la fabrication des accessoires. C'est-à-dire pas prendre du tissu, machin, mais commencer à fabriquer et utiliser. Vous savez, moi, j'ai été jusqu'à réserver au Cameroun, dans un institut où j'ai fait une grande conférence, 10 tables à tisser. 10 tables à tisser. Il faut savoir qu'une salle de table à tisser, c'est aussi grand qu'un terrain de basket, puisque les tables sont immenses. Vous voyez, mais le désir que j'avais, c'était de faire monter des menuisiers et faire monter des responsables ou des gens qui, dans les groupes carnavalesques, les groupes apos, s'intéressent à la menuiserie et à l'artisanat pour qu'ils puissent apprendre
je dirais, cet art-là, et quitte à reconstruire après des tables à tisser en Guadeloupe, et faire en sorte que, dorénavant, nous puissions montrer nos savoir-faire. Et ça, c'est important. Parce que avoir la fibre végétale, c'est une chose, avoir la teinture, mais si on ne sait pas tisser, si on peut pas. Donc ça veut dire que si le bateau n'arrive pas avec du tissu, on va faire quoi ? Donc le carnaval pourrait être un tremplin pour développer notre industrie textile. Le carnaval est un tremplin pour valoriser des savoir-faire et renouer avec certains. Vous imaginez, nous sommes un pays où les gens ne savent pas tisser. On est dépendant du tissu qui vient de l'extérieur. On n'est pas capable de tisser notre propre tissu à partir de nos propres matériaux. Ce n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Mais ça, c'est le rôle. Quand on dit qu'il y a une économie à partir du carnaval, que ça fait... Non, je vais vous dire une chose. Ça, c'est une plaisanterie. Je dirais que ça, c'est un projet à mettre en place. Vous voyez ? Parce que on aurait pu fabriquer, à partir de nos fruits locaux, une boisson qui a des nutriments, qui est énergétique, qui est servie partout quand les gens s'arrêtent. C'est-à-dire une boisson typique du carnaval qui viendrait d'ici. On peut faire une boisson à partir de nos fruits, qui n'a pas de conservateur, donc qui n'est pas un produit chimique, qui est une boisson naturelle. Et dans, je sais pas moi, les roulottes où on vend les boquettes et compagnie, eh ben, le carnaval serait le moment, comme tous les peuples font, pour servir cette boisson, qui est une boisson bourrée d'énergie, qui fait que quand la personne est en train de débouler, ben, elle a besoin de se recharger en énergie, elle ne va pas boire un produit chimique. Elle va boire quelque chose qui va lui donner de l'énergie, des nutriments, des vitamines, une force vitale du pays. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu... Voilà ce qui est intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire d'utiliser ce moment-là comme une espèce de plateforme où on va montrer nos savoir-faire dans différents domaines. J'avoue qu'il y a une entreprise sur ma table, ça s'appelle Manger Zion d'ailleurs. Oui, qui utilise d'ailleurs. Qui fait des thés le dimanche pour les carnavaliers. Totalement, voilà. Mais c'est ce genre de démarche-là qui est intéressante. C'est-à-dire, utilisons quelque chose qui capitalise l'attention du peuple pour pouvoir faire en sorte de montrer comment, à partir de ce que nous avons, on peut se transcender et transcender ce que nous avons, de manière à faire en sorte d'avoir demain quoi ? Une vraie économie, pas des franchises. Vous voyez ? Parce que faire le déboulé de carnaval et s'arrêter pour consommer des choses qui sont des franchises américaines ou des franchises européennes ou autres. Mais quand même, il faut quand même... Moi, j'apprécie toujours la marchande, vous voyez, celle qui a préparé sa petite cassave qui est là. Vous voyez, parce qu'elle a préparé, cette petite marchande-là qui a préparé quelque chose de local, elle est là avec ses cassaves, elle vend ses cassaves. Vous voyez ce débat-là ? C'est cette démarche-là qui est intéressante. Vous voyez, c'est utilisons ce moment-là qui va capitaliser sur une période raisonnable, mais qui va permettre de montrer comment on a fait des bons en maîtrise technique, en maîtrise technologique sur un certain nombre de choses qu'on va montrer. Et comme il y a un engouement, une passion énorme, on pourra véritablement se transcender et avoir, en utilisant le carnaval comme une espèce de plateforme d'élévation, des vrais secteurs d'activité économique en Guadeloupe. Okay. Et ça, c'est important. Vous pensez qu'on pourra le faire ? C'est une question, je dirais, de dynamique de pensée. Parce que c'est vrai que, vous savez, il y a des forces contraires. Bon, ça doit être un peu une espèce d'amusement touristique. Donc voilà, on va payer sa place et puis on va au cinéma. Et au lieu d'avoir un spectacle sur un écran, on a un spectacle vivant. Vous voyez, il ne faut pas transformer ça quand même en spectacle. Je pense que, vous savez, moi je réfléchis toujours de la même façon. Si un enfant aujourd'hui voit que sa culture, c'est un spectacle, genre Walt Disney, mais qu'est-ce qu'il va faire demain quand il aura mon âge, cet enfant ? Vous comprenez ce que je dis par là ? C'est-à-dire que lui, il n'y aura plus de limite, puisque j'ai ouvert la boîte de Pandore. Donc lui, il va rentrer dedans et puis c'est fini. Trop d'amusement. Donc c'est pour cette raison que je suis obligé de faire attention en tant qu'adulte. C'est-à-dire parce que je sais qu'il y a des jeunes qui vont m'observer et vouloir utiliser ce que je fais, la démarche que j'ai, comme... maîtresse, je dirais, comme axe de décision. Ben tiens, s'il a fait ça dans cette direction-là, ben peut-être qu'on peut faire plus que ça. Il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous, c'est important. Alors, on parlait de la dimension musicale, justement, du carnaval, avec ses sonorités bien particulières, surtout avec ceux qui utilisent des tambours, en tout cas pour ceux qui utilisent des tambours, qu'on appelle aussi gros K ou K tout simplement. Qu'est-ce que vous nous apprenez aujourd'hui, justement, sur le gros K et ses origines ? Voilà, en fait, moi, ce que je trouve intéressant et important quand même à aborder lorsqu'on parle de notre, je dirais, sonorité musicale fondamentale, qui est le gros K,
c'est que les gens qui en parlent sur Internet, les sites web d'une façon générale, on présente le gros cas en 4 lignes. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai regardé en 4 lignes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu une espèce de coquille un peu vide. Donc on va s'occuper de la décoration de la coquille et qu'à l'intérieur, bon, il n'y a que de l'amusement et de la distraction. Et c'est vrai que c'est embêtant parce que vous savez que normalement, la culture, ça doit être une espèce de tuteur que l'on met pour que les jeunes générations puissent avoir la capacité de donner un sens à leur existence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un problème qui est la crise du sens. Et dans cette crise du sens, lorsque le jeune va dans sa culture, il faut que sa culture lui permette d'avoir non seulement la possibilité de donner un sens à son existence, mais donner un sens à sa culture et de donner un sens, je dirais aussi, à son pays. Bon, aujourd'hui, on a un peu tendance à vouloir analyser l'angle de cette pratique culturelle, comme j'entends des fois les gens dire à la télévision, que après avoir coupé la canne toute la journée, nos ancêtres avaient envie de se défouler. Oui. Et qui sortaient les tambours pour se défouler. Une déversion qui tourne. Voilà. Donc c'est très dommageable de dire des choses pareilles. Parce que je pense que cette idée de se défouler, comme quoi on aurait une culture qui n'aurait pour fondement que le défoulement, et le carnaval serait un exemple de plus, c'est pas bien pour un jeune, vous voyez, de ramener sa culture à l'expression totalement matérielle, débridée du corps. Dans lequel, voilà, parce que même quand vous passez les fêtes de fin d'année, Noël et compagnie, c'est la même chose. C'est-à-dire on a droit systématiquement au même type de spectacle de bassesse. Il faut quand même se le dire clairement à un moment. Vous voyez ? Et c'est ça qui fait que petit à petit, les gens vont se désinscrire quand même. C'est-à-dire quand les gens vont commencer à sortir, je dirais, du noun, comme disent les anciens, c'est-à-dire à prendre conscience que, mais quel sens... Vous imaginez que on va faire par exemple des chantées Noël, il n'y a que des bouteilles d'alcool sur la table alors qu'il y a des enfants. Donc l'enfant dit oui, je veux un verre de jus, il va sur la table, on y va sur la table, il n'y a que des bouteilles d'alcool. Bon, moi ce que je trouve... Déjà à la base. Non mais c'est pas comme ça qu'on fait. Les adultes oublient qu'ils ont quand même un rôle de guide vis-à-vis des jeunes générations. Un devoir d'exemplarité. Mais oui, dans ce cas-là, laisse l'enfant à la maison, fais tes affaires tout seul. Mais si l'enfant est là, tu as un devoir quand même de responsabilité vis-à-vis des enfants. Vous savez, moi j'ai été en Allemagne, simplement pour faire une petite parenthèse, parce que c'est là où j'ai découvert vraiment cette affaire-là. Il me manquait une pile pour ma télécommande. Et nous sommes partis chercher une pile. On arrive dans le centre-ville. Sincèrement, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et le feu est vert. Quand je dis il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. Le feu est vert. Bon, moi, je m'apprête à traverser puisqu'il n'y a pas de voiture, ni dans un sens ni de l'autre. Et le monsieur qui est avec moi m'arrête. Il me dit non, on ne peut pas traverser. Alors je lui dis tiens, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de voiture ni dans un sens ni un autre. Et il me dit oui, mais il y a un enfant. Je lui dis attendez, parmi toute la foule qu'il y a là, les gens ont vu qu'il y avait un enfant. Il me dit oui. Et c'est pour cette raison qu'aucun adulte n'a traversé. Je dis mais attendez, ça veut dire que s'il n'y avait pas l'enfant, les adultes auraient traversé? Il me dit oui, s'il n'y avait pas l'enfant à la foule là qui s'apprête à traverser, les adultes auraient traversé. Ah ben vous savez que quand on est revenu, il n'y avait pas d'enfant, c'était la même situation et les adultes ont traversé. Et je me suis dit mais attends, mais c'est extraordinaire de voir que et vous avez quand même des gens qui ont ce souci de l'exemple que va donner l'adulte aux jeunes. À ce point-là, moi j'ai trouvé ça, c'est pas que je l'ai trouvé excessif, mais je me suis dit, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça voudrait dire que, voilà, on a cette démarche-là comme fondement, c'est-à-dire qu'on sous-tend que notre pays ne partira pas en cacahuète parce qu'on a montré l'exemple. Moi aujourd'hui, je vois dans les systèmes d'enseignement, je ne peux pas garantir qu'un jeune aujourd'hui qui a 8 ans ou 10 ans va s'arrêter dans 10 ans à un feu rouge. Parce que la façon dont on conçoit la relation avec lui, il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. Donc si le feu qui ne parle pas, qui est juste une lumière, une couleur, n'est pas capable de l'arrêter, vous voyez, mais ce sera le début de la fin. Exact. C'est ça les problématiques de fond. Et c'est pour ça que je dis qu'attention à la culture, il ne faut pas la présenter aux jeunes générations comme l'amusement, non, de la fête à chaque fois. Il faut arrêter de faire ça. Et
Ça, c'est important. Maintenant, la deuxième chose que je trouve quand même à problème dans ça, c'est que tout le monde sait que le tambour ne fait pas partie de la dimension culturelle des Européens. C'est pas un peuple à tambour. Eux-mêmes le reconnaissent quand on commence à rentrer dans les ouvrages étymologiques. Ils ne vont pas raccrocher cet instrument de leur environnement culturel. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi je dirais, il y a cette envie de raccrocher l'historicité du gros cas à des phénomènes de contact culturel entre l'Afrique et l'Europe dans l'espace guadeloupéen ou autre de la Caraïbe ou autre. C'est quand même extraordinaire de voir que il y a une façon de parler des choses sans mener une enquête, sans faire preuve d'esprit critique. De dire que oui, comme les Anglais avaient un fût qui était le quart, donc le quart est devenu le quart, et comme c'est un gros fût, donc ça a donné gros quart, qui a finalement donné gros quart. Tu dis, mais attends, mais comment, hein, sérieusement, hein, si vous avez un pays indépendant à gérer, comment vous faites pour assumer que vous racontez à un enfant des histoires de Roméo debout pareilles? Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous ne lui donnez pas de colonne vertébrale. À partir du moment où on n'a pas de colonne vertébrale, on ne tient pas debout. Le but de la culture, et qui fait que cette culture dans la dimension africaine est intimement liée à la spiritualité, c'est la notion de colonne vertébrale. Parce que si on n'a pas sa propre colonne vertébrale, on va emprunter à quelqu'un d'autre une colonne vertébrale qui n'est pas la nôtre. Et à partir du moment où on utilise une colonne vertébrale qui n'est pas la nôtre, il y a colonialisme, il y a aliénation culturelle et destruction de la personnalité humaine. Donc peut-être ce rejet du gros cas par les jeunes générations. C'est-à-dire qu'il faut concevoir un discours. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même important de venir réexpliquer un certain nombre de choses. La chose, même si on prendra le temps de le revoir, c'est que le tambour est un instrument tellurique. C'est-à-dire que c'est un instrument assez particulier qui n'est pas le cordophone. Parce que dans nos traditions ancestrales, il y a deux instruments sacrés. C'est ce qu'on appelle le cordophone. Et le piano aujourd'hui est tout simplement le descendant de cette... Parce que c'est une corde qu'on fait vibrer. Au lieu d'avoir les doigts, vous avez un marteau qui va taper sur la corde. Mais c'est toujours la notion du cordophone, tel que nos ancêtres ont élaboré la harpe à l'époque pharaonique. Puisqu'on oublie aujourd'hui de rappeler aux jeunes générations, on fait des festivals de harpe en Guadeloupe, mais il faut quand même dire aux enfants que même si ce sont des Européens qui jouent de la harpe devant les enfants aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la harpe est un instrument de musique fondamentalement africain. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une fonctionnalité de cette harpe. C'est-à-dire qu'il y a des sons graves, il y a des sons aigus, il y a une mélodie. Cette mélodie a pour vocation de rappeler aux humains que de la même façon que les sons graves et les sons aigus font une mélodie extraordinairement puissante à l'oreille et qui font l'âme humaine s'élever, le grave représente le masculin, c'est-à-dire les hommes, le féminin, l'aigu représente le féminin, c'est-à-dire les femmes. Il faut que la relation homme-femme donne le résultat qui est la mélodie qui sort de la harpe. Voilà. C'est ça, je dirais, l'engagement qu'obtient le souverain vis-à-vis de la population. Vous voyez, cette harpe qu'on va jouer pour le créateur dans sa dimension masculine et féminine, puisque c'est le féminin qui donne la vie et qui enfante, et c'est le masculin qui déclenche le processus. Eh bien, tout simplement, à travers ces sons aigus et ces sons graves, c'est ça qu'on va essayer de reproduire. Maintenant, le tambour-ka, c'est un instrument fondamental. Et je pense que c'est intéressant. Si on peut regarder le premier document. On va marquer d'abord la première pause. D'accord, on va marquer la première pause et comme ça, effectivement. Et on enchaînera avec le cours en lui-même. D'accord. On part pour une petite page de pub et on revient avec notre invité en plateau. De retour sur le plateau du Focus, eh bien nous tentons toujours de faire la lumière sur un instrument que nous affectionnons tout particulièrement, à savoir le gros ka. Totalement. Alors, il y a une chose qui est marquante dans cette tradition, c'est que les verbes que nous utilisons, qui sont des verbes occidentaux, ne sont pas des verbes qui trahissent, qui permettent d'exprimer plutôt ce que nous ressentons véritablement
en termes, je dirais, de sensations venant des sens et venant du cœur. C'est-à-dire qu'on a des verbes qui sont vides de sens vis-à-vis, je dirais, de notre pratique. Maintenant, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que lorsque j'étais petit, on disait de vélo que vélo qu'a fait Kalapalé. C'est-à-dire qu'il fait parler le tambouka. Des gens sont allés faire des études, ils sont revenus en parlant de musique. Mais Fanon, quand il a fait Peau noire et masque blanc, il a écrit « il a fait clarinette ». La palais, c'était pas « il a joué clarinette ». Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu, et la perception a toujours été celle-là, la notion que l'instrument émet une parole. Et lorsque j'ai commencé à enquêter là-dessus, effectivement, pour pratiquement toutes les traditions africaines, l'instrument émet une parole. Maintenant, chez les Dogons, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'ils considèrent que cette parole est une formule type, c'est-à-dire c'est une équation énergétique et ésotérique sous une forme de parole, c'est-à-dire qu'à travers cet instrument, il y a un enseignement qui est dispensé à la fois à celui qui fait sortir la vibration, c'est-à-dire celui qui frappe sur le tambour, et celui qui écoute. Maintenant, la chose c'est que, en discutant avec des initiés, je découvre que les sons véhiculent des messages dans le cadre d'une société qui maîtrise son destin. Il y a des natures de musique, quand on les entend, on sait que ça concerne les hommes mariés, qui ont déjà des enfants. Parce qu'il y a des sons qui concernent les hommes mariés, mais qui n'ont pas d'enfants. Mais les hommes mariés qui ont un enfant, eux, quand cette sonorité-là, cette parole-là est dite, ils savent qu'on est en train de leur rappeler les idéaux de leur nation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a que eux qui connaissent le sens. Les autres n'entendent qu'une mélodie. Mais eux, ils connaissent le sens ésotérique et le fondement des paroles de cette chanson-là. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc c'est là que je découvre en fait, quant au fond, que tout cela a pour vocation de rappeler les idéaux. C'est-à-dire que oui, on a la notion de constitution, puisque la constitution, depuis l'Empire mandé, où toutes les nations ont eu des constitutions. Mais au-delà de la constitution, il y a la culture qui sous-tend les articles de la constitution. Et quand on danse, quand on prend un instrument, on rappelle toujours les idéaux de sa civilisation et la relation entre le visible et l'invisible. Donc ça, c'était la mission première. C'était ça, la mission première. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le document, parce que ça permettra d'expliquer un certain nombre de choses. Si on peut mettre le premier document, on y va. Voilà, parce que là, et je vais le commenter d'ailleurs, parce qu'il y a des choses très intéressantes à voir. Alors Daniel, dès que tu es prêt, tu peux envoyer. Voilà, totalement. Alors la chose, c'est justement le fait de visiter tout cela avec les humanités classiques africaines. Vous voyez, les Dogons parlent de parole, d'un instrument. Et c'est pour cette raison que vous avez des divinités qui apparaissent au moment où cette parole va se produire sous la forme de lumière. La première de ces paroles, la mère des paroles dont parlent les Dogons, dans la tradition pharaonique, s'appelle Méret. Méret, c'est elle qui est la plus proche du soleil, c'est-à-dire la plus proche de la source la plus pure. Et c'est elle qui est la première, Méret, la mère des paroles. Voyez, et ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire celui qui va donner le tempo initial, qui va donner l'air fondamental. Et à partir du moment où Méret va faire jaillir la parole seule, il y a Maat qui va se mettre en jeu, qui est la deuxième divinité. Maat, c'est le fait que vous avez des instrumentistes qui vont rentrer les uns après les autres, ou en même temps en accordant une vibration qui émane d'instruments qui ne se ressemblent pas. Cela va créer une harmonie qui va donner Hathor, qui va devenir vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau de la sonorité, et I va déclencher maintenant un mécanisme où le son devient de l'énergie. C'est pour ça que vous voyez, on parle de II en tant que gamme musicale, en tant que nombre d'or. Parce que c'est la perfection atteinte qui va déclencher le mouvement. C'est pour ça que la vibration musicale, c'est le rapport entre l'esprit et le corps, l'invisible et le visible, et l'infini et le fini. C'est-à-dire, vous faites des mouvements, vous faites des choses, mais vous avez pas mal aux mains. Vous êtes sur un tambour, vous avez pas mal aux mains. Vous avez une fréquence, un rythme que vous gardez. Voyez ce qu'on appelle le bigidi. Si vous prenez le temps de voir les connexions que nous avons avec nos organes sous les pieds, vous comprendrez qu'en fait, à la fin de la journée, il ne venait pas s'amuser. Il vient réanimer ses organes.
à travers les mouvements du pied. Ils étaient très abîmés. Totalement. Regardez ici le verbe chanter, ici, c'est vivifier une parole. Vivifier une parole avec une herminette. L'herminette, voilà les guerres à libation qu'on utilise pour faire une libation aux ancêtres ou une libation aux divinités. Et c'est ce mot-là qui sert de déterminatif. Parce que, voilà l'herminette. Vous voyez l'aiguillette, parce que il faut toucher le cœur des gens. Il faut toucher la conscience des gens. Et on ne peut pas le faire par la parole. Le chant a une puissance extraordinaire. Et regardez ici. Vous voyez que le même mot qui est utilisé pour dire chant est le même mot qu'on utilise pour dire prière. Vous voyez, Esiou, c'est la prière. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir qu'il y a cette collusion-là qui est extrêmement positive. Et la notion d'orchestre musical, ici, vous voyez, quand on parle d'un groupe de musique, un orchestre, tout ça apparaît pour la première fois dans les Médounétières, c'est-à-dire c'est en Égypte pharaonique, sauf que cette gamme musicale, cette harmonie va donner quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, prenons la danse. Iba, c'est le cœur, donc le fait de mettre le cœur en action. Et vous voyez que le déterminatif, l'individu a la main sur le cœur. Lorsque c'est une danse rituel, vous avez le disque solaire, parce que c'est la lumière, c'est le divin. Et lorsque c'est un art martial, vous avez le bouclier, parce que là, on est dans le maillolet, on est dans quelque chose de plutôt martial avec le bâton. Vous voyez, le danseur a le bâton. Donc, vous voyez, et qu'est-ce que vous constatez? C'est le fait d'exprimer à travers le cœur l'esprit, l'entendement, l'intelligence, l'humeur, c'est-à-dire le fait de ne pas se résigner, de garder sa positivité. C'est tout ça le Iba. Regardez bien quand on traduit cette notion-là. Vous voyez, c'est tout cela, c'est-à-dire c'est le désir, garder vivant le désir d'être humain. Parce qu'on est dans un processus de déshumanisation, il y a ce désir de combattre pour rester humain à travers la culture qui va servir de colonne vertébrale. Et vous voyez qu'ici, quand on prend la danse classique, cette danse classique vient de l'Égypte pharaonique, puisque vous avez les mêmes mouvements. Mais on prendra le temps d'en parler, puisque c'est un univers assez intéressant, puisqu'il y a quand même des historiens français qui ont notifié que c'est de là que c'est de l'Égypte que vient cela. Maintenant, la danse se fait par rapport à l'écliptique, parce que vous avez 7 planètes qui sont sur la ligne du soleil. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire le tambour, le gros ka vient d'un tambour particulier en Afrique qui est le ngoka, qui fait partie des ngoma. Le ngoma, c'est une famille, grande famille des tambours. Vous voyez? Et ce ngoka a la particularité, vous voyez, d'intégrer cette famille pour magnifier aussi des chants à caractère sacré. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, regardez les tambours. Vous avez des tambours qui datent de près de 5 à 6 000 ans. Et c'est des tambours comme des tambours qu'on a eu ici, c'est-à-dire que le cordage est à l'extérieur, voyez, et vous avez en bas kem-kem. Ce kem-kem que vous avez là, c'est ce qui va donner tam-tam. Regardez le tambour à l'époque de Mentuhotep. Mentuhotep d'ailleurs, qui est un souverain pharaonique, qui a eu beaucoup de tambours. Hein. Il a eu beaucoup de tambours, des gros tambours. Enfin, il faut aller au musée du Caire pour voir ça. Mais vous voyez, moins 2000, nous sommes en 2000 de l'ère ancienne, le djembé de la 12e dynastie, c'est-à-dire l'époque du souverain Sésostris. Vous voyez, donc on voit que, en fait, ces instruments, c'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui, clairement. d'il y a très longtemps. 4000 ans, ça fait. On peut venir dire, vous voyez, le tambour qui découle d'un mot pharaonique qui est le tében. C'est tében qui va donner tambour et kam-kam qui va donner tam-tam. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire que, ben oui, parce que ça ne fait pas partie de l'univers culturel des Occidentaux. Et regardez, quand on dit le tambour Ka, le Ka qui est la force vitale, vous voyez que le roi Ka, il a le symbole Ka, c'est 2 mains, mais ces 2 mains-là qui adorent le soleil sont les mêmes mains qui frappent sur le tambour. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un tambour fût. C'est un tambour fût qui a 3500 ans d'âge, trouvé dans le tombeau d'un tambouiller. C'est pour ça que j'ai traduit la phrase. J'ai passé ma vie à frapper sur le tambour. C'est quand même, vous voyez ce que je veux dire par là? Ça a été trouvé dans le tombeau d'un tambouiller et le déterminatif est un baril. Donc on ne peut pas dire que le baril est une invention des Anglais. Maintenant la chose c'est que quand on va demander à ces gens, mais comment ils font pour affecter le baril à l'Afrique? Ils vous disent que c'est la première fois qu'on a tordu du bois pour faire des coques de bateau. Mais oui, parce que la fameuse barque de plusieurs tonnes. Maintenant regardez les gros papeaux. Vous voyez comment on appelait un tambour à l'époque? Deb-deb-deb. Deb-deb-deb-deb. Vous voyez l'affaire? Et c'est exactement le même son qu'on a quand on veut deb-deb-deb-deb-deb-deb. Est-ce que vous voyez l'affaire? Eh ben c'est ça. Mais regardez une chose qui est extraordinaire, c'est que si vous prenez la fête d'Opet à Karnak, voyez, vous avez une procession qui répond aux archétypes des processions carnavalesques actuelles. C'est ça qui est extraordinaire. Regardez, vous avez les femmes devant en train de danser.
Après, vous avez donc les porteurs d'étendards. Vous avez les gens qui tiennent les grosses trompettes. Après, vous avez ceux qui ont les gros tambours, les petits tambours, et tout ça suit avec le char, vous voyez, qui est la barque d'Amon. Et ça, on est dans une procession religieuse. Vous voyez ce que je dis par là ? C'est-à-dire, c'est une procession religieuse qui, quelques millénaires après, colonisation oblige, nous refaisons la même chose dans le cadre du profane. Mais la question c'est, pourquoi on nous prive, ne serait-ce que de voir ces documents-là ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une volonté de maintenir le vice. Vous voyez ? C'est-à-dire, parce qu'il y a quand même le combat entre l'esprit et la matière, c'est aussi la lutte entre la vertu et le vice. Mais il y a des agents du vice comme il y a des agents de la vertu. Mais les agents de la vertu vont avec l'information, avec la connaissance. Parce que la connaissance est lumière. Vous voyez ? On peut faire la critique, on peut dire oui, oui, oui. Mais la chose c'est, est-ce qu'on a donné aux gens suffisamment de matériaux pour qu'ils puissent rester objectifs ? On s'aperçoit que non. Donc c'est là qu'il y a... Surtout qu'il y a des explications logiques et rationnelles, autres que ça. Maintenant, ce qu'il y a de très particulier, et d'ailleurs je vais laisser le doyen Doukaïa, qui est au Cameroun, qui est un égyptologue camerounais d'ailleurs, qui a été le premier qui m'a enseigné, je dirais, les Médonnétières à Paris quand j'étais étudiant. C'est-à-dire que le regard qu'il a en tant que spécialiste de la culture, des cultures africaines et de la culture artistique et musicale de l'Afrique, et aussi, je dirais, cette dimension des différentes sonorités, paroles du cas, parce que quand on dit qu'il y a 7 sons, il y a 7 musiques, donc il y a 7 paroles dans le cas. Ces 7 paroles, effectivement, vous avez les 7 vertus, les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes, c'est-à-dire que c'est pas un 7 qui est dû au hasard, 7 c'est 4 et 3, c'est-à-dire c'est la quintessence de l'excellence. C'est une vibration qu'on recherche, qui est une vibration élévatrice. Voyez ? Et c'est important d'écouter. Si on peut écouter ce qu'il dit Doukaïa à ce sujet-là, ce serait intéressant d'écouter d'ailleurs ce que dit Dou à ce sujet. Oui, mais on part pour le deuxième document maintenant. Mesdames et messieurs, très bon après-midi. Aujourd'hui, je vous invite à naviguer dans l'univers du son. Un son produit par des instruments de musique. Comment est-ce que les instruments de musique sont-ils construits? Quelle est la place qu'ils occupent au sein de la caste traditionnelle africaine en général et camerounaise en particulier? Qui a le droit de jouer à un instrument? Quelles sont les notes sur lesquelles on navigue lorsqu'on veut produire un son? Donc vient le tambour. Mais le tambour, lui, il a un rôle beaucoup plus social. Parce que dans les textes que nous avons vus, dans les textes égyptiens, on dit taper le tambour la nuit, c'est aider le soleil. Parce que dès que le soleil part de l'autre côté, il rentre dans les enfers. Dans l'enfer, il y a des troubles, ils peuvent être attaqués, il y a des problèmes. Donc en jouant le tambour la nuit, on aide donc le soleil dans sa course. Bon, donc c'est pour ça que les Africains tapaient le tambour au début de la nuit. On le connaît même aujourd'hui parce que dans les Antillais, qui étaient des Africains qu'on a menés de l'autre côté, ils jouent encore un tambour qu'on appelle le ka. Il appelle ça le gros ka. Et ce ka-là a les 7 rythmes qu'on connaît. Le gros ka a 7 rythmes. Mais c'est marrant parce qu'en égyptien ancien, on trouve encore on appelait le tambour le ka. Ka, et on jouait sur le tambour le ka, on jouait 7 rythmes dessus. Pour te dire que les Africains, que ce soit de la diaspora même, que ce soit du continent, continuent à utiliser donc le tambour dans le sens. Et même la façon de faire les hanches, là, un peu très sexuelle là-dedans, en réalité, quand on imite la création. Là, on n'est pas vraiment... C'est le côté sexuel. Quand on voit la mapoka qui danse, nous, on voit le côté sexuel. Ce n'est pas le côté sexuel qui est important, c'est le côté de la création. C'est-à-dire que quand on gesticule, quand on fait ce gesticule-là, on imite le va-et-vient de rapport sexuel, mais c'est vrai, mais c'est le va-et-vient de la création, ce qui va donner encore à d'autres enfants, etc. Voilà. Donc sur ça, le gros cas n'est pas arrivé ici par hasard. Ah, voilà, vous commencez à comprendre une chose. Alors, si vous êtes assez, je dirais, consciencieux sur une chose, vous comprenez pourquoi dans les mouvements sociaux on utilise le tambour. Parce que ce tambour-là, on considère que quand arrivent les moments de grands troubles et d'obscurité que va affronter le soleil quand il passe la ligne de l'horizon, il faut maintenir l'énergie du cas, c'est-à-dire la force vitale. La force vitale du cas, il faut l'alimenter, il faut garder le lien en jouant du tambour. Mais la chose, c'est que comme les 7 planètes principales sont sur l'écliptique, vous voyez, donc on attend que la planète sorte de l'horizon pour jouer le rythme suivant. D'accord. Donc on est astronome.
Est-ce que vous comprenez l'affaire? Et donc vous avez, parce que les planètes partent comme ça selon l'écliptique, vous savez exactement quel est le son de telle planète, 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 le son de telle planète. Donc vous pouvez dire que par exemple quand la planète arrive au-dessus de vous, vous jouez le son de cette planète-là. Quand la planète suivante arrive au-dessus, vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que il y a dans ce mécanisme-là, puisque vous savez que la nuit on voit beaucoup de constellations, pour peu qu'on ait un beau temps et qu'on passe, je dirais, la nuit à l'extérieur, on voit qu'il y a des choses extraordinaires. Donc cet esprit, je dirais, qui veut que dans notre culture, le tambour serve aux revendications, ça vient de la théologie africaine. D'accord. Bon. Maintenant, les mouvements, comme on dit la kalanda, qui sont des mouvements de machin, c'est parce que, en fait, nous avons remarqué que fait un être quand il vient au monde? Il émet un son. Bon. Ce qui veut dire que le son manifeste l'existence d'une forme de vie. Donc si une forme de vie n'émet plus de son, c'est qu'elle est morte. Donc, vous voyez, vous comprenez qu'effectivement, il fallait participer maintenant, mais dans le cadre d'un chant harmonique. Et c'est là où il y a eu une recherche mathématique et je dirais au niveau ésotérique même de cette musique. C'est-à-dire qu'on va rattacher des sonorités à des planètes dont on a perçu, je dirais, ce qu'on appelle les sonorités qu'on appelle les voyelles, et qui fait que Jean-François Champollion vous dit, vous voyez, que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est une invention de l'Égypte ancienne, comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, parce que la chose, c'est que les noms des jours sont arrimés à des planètes. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc il y a le lien, c'est toujours 7. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que les mouvements du bassin qui sont effectués par les danseurs quand ils dansent, il y a le mouvement qui se fait dans le sens de l'aiguille d'une montre, parce que c'est là que la vie naît. C'est dans ce mouvement de rotation que fait la planète, dans ce mouvement-là, ce mouvement, quand le vent passe dans les arbres. Parce que, vous savez, l'arbre, il a une chose extraordinaire. Il a une sonorité quand il n'a pas de fruits, la branche, mais il a une autre sonorité quand il porte des fruits, parce que là, c'est déjà beaucoup plus lourd. Donc on a une variation du son de la branche d'arbre avec des fruits quand le vent passe. Quand vous êtes à l'écoute, quand on écoute, on a pris l'habitude, on ressent un certain nombre de choses. Eh ben, c'est tout cela qu'on va essayer de recréer. Maintenant, je dirais qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le marqueur est un tambour dont le son est beaucoup plus aigu que les deux boules là. Et pourquoi? Parce que les deux boules là, comme je disais, ce sont des instruments qui ont pour vocation de capter l'énergie tellurique. Cette énergie tellurique, elle est masculine. Maintenant, le marqueur émet un son qui va capter l'énergie cosmique. Cette énergie cosmique, elle est féminine. Mais vous savez que dans les traditions, on vous dit qu'il y a une oreille mâle et une oreille femelle. Pourquoi il y a une oreille mâle et une oreille femelle? Parce que ce que vous entendez enfante quelque chose. Par exemple, je suis là, il y a une musique qui va rentrer dans cette oreille, et je vais me mettre à bouger. Vous voyez l'affaire? Ça veut dire qu'il y a bien eu l'enfantement de quelque chose. Le I que je vous ai montré, qui est le seul homme, parce qu'il n'y avait que des femmes, mais le I que vous avez vu manifeste justement cet enfant qui naît, vous voyez, de la fusion du masculin-féminin au moment où on a cru que c'était du son. Or le son, en devenant vibration, est devenu énergie. Donc, reprenons le contexte de l'affaire. Un son cosmotellurique qui donne de l'énergie plus et moins. Les cellules sont plus et moins, ont besoin d'être chargées. Et vous êtes sur le sol, vous faites des mouvements, et en même temps, vous êtes en train de stimuler vos organes à travers des mouvements que vous faites en dansant, tout en recevant un son. Forcément, c'est super intelligent en fin de journée, après avoir coupé de la canne, de faire du gros cas. Parce que vous rechargez vos batteries. D'accord. Et pour peu que vous connaissez les orientations des 4 points cardinaux, l'écliptique et compagnie, ce que vous êtes en train de faire n'a pas de nom. C'est pour ça que je dis que cet art-là est une science. Mais il faut que les gens apprennent à étudier ce qui se passe lorsque le son rentre dans le domaine de l'invisibilité. Vous voyez ? C'est invisible, mais ce sont quand même des ondes. C'est-à-dire à ce niveau-là, il y a une transformation ontologique du son en énergie. Et c'est ça d'où la transe dans certains cas. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre aussi. Mais si on pousse votre raisonnement, donc ce seraient les esclaves eux-mêmes qui auraient, ou bien des personnes... Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Pour aider leurs frères. Je vais vous dire une chose. On a l'impression que quand on dit esclave, on dit abruti. Il faut arrêter ça.
Il faut arrêter de mettre dans le même panier esclaves et abrutis. Nos ancêtres n'étaient pas des abrutis. Clairement. Moi, tout le combat que je mène, c'est pour vous montrer, aux gens la dimension scientifique qu'il y a dans la moindre chose qui a été conçue par nos ancêtres. Il n'y a aucun abruti qui a été sur le sol de la Guadeloupe en tant qu'esclave. Ça n'a pas existé. Ça, c'est des choses du colonialisme. Mais si vous prenez le temps d'analyser ça vraiment très sérieusement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de science derrière ça. Mais il faut que les gens qui sont dans l'art sortent un peu dans l'art pour rentrer dans le domaine de ce qu'on appelle la mécanique énergétique quantique. Parce que la mécanique énergétique quantique leur permettra de comprendre mieux ce que c'est que le gros cas. Merci beaucoup en tout cas Nusere Kalala Omutunde pour ces éclaircissements justement déjà sur le gros cas. Il y a d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à voir. À apprendre. Totalement. En tout cas, rien n'est le fruit du hasard. Concrètement, nos ancêtres, s'ils ont importé le gros cas finalement en Guadeloupe, c'était pour une bonne raison. Totalement. Et le fait qu'ils jouent du gros cas juste après leur dure journée de labeur. C'était la meilleure chose à faire. C'était la meilleure chose à faire. Mais tout a une explication. Tout a une explication. À quel point, Et j'ai beaucoup plus d'éléments là-dessus en termes de physique, d'échange énergétique, de photons de lumière, toutes ces choses-là que les gens doivent connaître. Pourquoi pieds nus, toutes ces choses-là. Pourquoi le cercle? Parce qu'il y a deux cercles. Il y a un cercle matériel, il y a un cercle immatériel. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers qui a un cercle aussi matériel. Il n'y a pas que le cercle matériel qu'on a formé. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut connaître. Et on poursuivra nos cours à partir de la semaine prochaine. Je crois qu'on va devoir marquer une petite pause pendant la période électorale. Totalement. Mais on reviendra très prochainement avec vos cours. Avec plaisir. On le souhaite. Merci encore une fois d'être venu sur le plateau. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Justement, si vous voulez revoir l'émission pour raffiner vos recherches, eh bien, elle est déjà disponible sur le Facebook de Canal 10 Télévision. Croyez-moi, creusez cette question-là parce qu'elle est primordiale. On est très dans la culture festive, mais pas souvent dans cette culture scientifique qui est intimement liée en fait à tout ce qu'on utilise et qui nous a été légué par les ancêtres. Une bonne soirée à vous et on se retrouve demain.